Bonjour à tous et bienvenue sur M pour physique. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, mais là je suis retombé là depuis un petit moment sur un sujet qui m'a pas mal intéressé. Alors je vais pas reprendre la série de vidéos que je faisais avant sur mécanique quantique, là ça va être une vidéo à part sur les fonctions de Green. En particulier je vais reprendre l'exemple de la fonction de Green du d'Alembertien. Les fonctions de Green c'est un outil qui est utilisé donc en physique et en mathématiques pour résoudre des équations différentielles. Ça s'appelle aussi solution élémentaire d'une équation différentielle. C'est le terme qui est le plus souvent utilisé en mathématiques. Moi, j'ai utilisé le terme fonction de Green, qui est le terme utilisé en physique. Donc, la vidéo va se séparer en plusieurs parties. Je vais d'abord faire une rapide introduction pour présenter la physique. La physique qu'il y a derrière la plupart des problèmes de l'équation dans laquelle je vais traiter, donc du d'Alembertien, qui est un opérateur différentiel. Ensuite, sur une première résolution très rigoureuse, très mathématique, utilisant la théorie des distributions. Donc on verra comment est-ce qu'il est possible de passer par là pour avoir une approche complètement rigoureuse de ce système. Et ensuite, on verra une deuxième approche qui est celle qu'on voit plus souvent en physique, qui est la théorie des régularisations. Et donc on verra comment on peut utiliser l'analyse complexe pour trouver les résultats beaucoup plus rapidement. Ce qui est assez pratique, ce qui est un bon outil en physique en tout cas. Et donc il y a quand même un certain nombre de prérequis pour cette vidéo qui sont peut-être un peu plus importants que pour les dernières. C'est qu'il faut avoir vu la théorie des distributions. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais utiliser un certain nombre de résultats ainsi que de l'analyse de Fourier et de l'analyse complexe. Donc je vais utiliser les résultats je vais essayer de les rappeler, mais je vais clairement pas les redémontrer et je vais pas faire un cours sur ces sujets qui sont énormes et à traiter à part entière. Voilà, ça risque de demander un peu plus de recul sur ce genre de notions. Mais avant tout, on va commencer par introduire cette vidéo. Euh, D'où vient le d'Alembertien dont on va parler? Et en fait, c'est l'équation qu'il y a derrière les ondes. Donc, je vais juste faire rapidement rappeler comment est-ce que c'est traité alors dans le cadre des, des équations de Maxwell, mais des équations de Maxwell qu'on voit plus souvent en relativité, même si c'est pas des équations, enfin, les équations de Maxwell sont relativistes en soi, mais là je vais montrer comment est-ce qu'on arrive à cet opérateur-là à partir de la version utilisant le tenseur électromagnétique. Et donc ce tenseur justement, F mu, qui est égal à d rond mu à nu moins d rond nu à mu. Donc ça c'est le tenseur électromagnétique qui contient les champs E et B. Donc je vais pas revenir pareil sur la manière dont ces champs sont exprimés à l'intérieur de ce tenseur, mais en tout cas ça contient toute l'information. Et donc AMU est le tenseur de... Et non, enfin, oui. C'est le potentiel vecteur du champ. Avec toujours tous les problèmes où il n'est pas défini exactement, il y a de l'invariance de jauge et tout ça. Donc on va utiliser ça juste après. L'équation des champs, donc l'équivalent des... En fait, le fait que le tenseur puisse s'exprimer à partir d'un potentiel vecteur contient déjà deux équations des quatre relations de Maxwell habituelles. Et il y en a deux de plus qui sont contenues dans l'équation d rond mu de F mu nu est égal à J nu, où J nu c'est le vecteur de charge, enfin, vecteur de courant, donc toujours un quadrivecteur, hein, c'est pas un vecteur à 3 dimensions, c'est un vecteur à 4 dimensions avec ρ qui est donc la densité de charge qui est la première partie. Et donc en fait, si on réécrit ces équations et qu'on suppose la jauge de Lorentz, donc je disais voilà, il y a pareil, je vais pas revenir sur ce genre de notion, mais il y a une redondance
du modèle que l'on utilise. Et donc, on va utiliser cette redondance pour simplifier l'équation. En particulier, on peut supposer que d rond mu a mu est égal à 0. Et donc là, on arrive à l'équation du champ. Donc d rond mu qui va donc s'écrire d rond mu à nu est égal à j mu. Et donc, donc l'opérateur d rond mu que j'ai quand même écrire parce que ça, c'est le sujet de la vidéo. Donc, on va l'écrire d rond sur d rond, comme ça directement, d rond t carré moins d rond x carré moins d rond y carré moins d rond z carré. Donc on peut observer deux choses à ce niveau-là. La première, c'est que j'ai choisi les unités naturelles. Donc j'ai mis C et on ne verra pas, mais H bar aussi, KB, enfin voilà, toutes les grandeurs sont des énergies. Et donc utiliser les unités naturelles. Et donc là on tombe sur donc l'élément qui est vraiment important. Donc ça c'est le d'Alembertien, qui est donc le sujet de cette vidéo. Et l'objectif, ça va être de résoudre cette équation dans le cas le plus général. En fait, à ce moment-là, le truc qui est important, c'est que on va, par définition, notre fonction de Green, ça va être la solution de donc c'est la solution de d rond mu, donc notre d'Alembertien, appliqué donc à la fonction de Green, est égal au delta, où le delta, c'est le delta de Dirac. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est très pratique. C'est que si... Donc ça, j'ai quand même... Ça, c'est la définition de la fonction de Green. Donc c'est assez important. C'est vraiment la chose à retenir. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que si on vient multiplier l'équation ci-dessus, donc multiplier avec le produit de convolution, pas avec le produit habituel, mais vraiment avec le produit de convolution, delta étant l'élément unité du produit de convolution, on va obtenir que d rond mu de G, produit de convolution avec J mu, est égal à J mu. Et donc là, si on vient réécrire cette équation et qu'on a une fonction pour le courant qui est assez régulière, en fait, ça va venir nous impliquer que A nu est égal à G J nu. Et c'est là où est toute la force de la fonction de Green. En fait, une fois que l'on connaît la fonction de Green, on peut l'appliquer à n'importe quel potentiel et à partir du moment où on sait exprimer le produit de convolution, on va pouvoir trouver le potentiel vecteur. Donc en fait, la fonction de Green, c'est vraiment quelque chose qui prend la cause du phénomène et qui vient le projeter sur l'origine, mais avec autre chose qu'une fonction, qu'un opérateur différentiel qui est local, qui a des petits déplacements locaux. Là, ça le fait vraiment de manière générale. Et donc, c'est vraiment c'est vraiment la force de la fonction de Green. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui va être utilisé pour créer des propagateurs qui vont prendre des particules en un point et vont les déplacer en autre point et vont les relier leur position à différents temps. Donc vraiment, faut lier, la fonction de Green, ça lie la cause du phénomène à, à ce que l'on observe au final, enfin en tout cas à ce qui va se passer plus tard. Et donc voilà, donc, ça c'est la raison pour laquelle on va étudier cette fonction de Green, c'est parce qu'on peut l'utiliser ainsi. Hop, je regarde que j'ai rien oublié. Mais du coup, maintenant, il faut la calculer, la fonction de Green, parce que c'est bien gentil, mais on ne l'a pas comme ça. Alors, juste là, je vais... en fait, pour calculer cette fonction de Green, on va passer par le domaine de Fourier. Et du coup, je vais venir reprendre l'équation que l'on a ici. Donc, cette équation-là va venir reprendre cette équation-là.
Et on va passer une transformée de Fourier dessus. Donc ça va nous permettre, alors là pour le coup, si du coup il y a le document qui est en parallèle que je mettrai sur mon site internet qui reprend tout ça et qui est écrit en latex bien plus propre. Euh, donc là on a vu l'introduction et je vais juste tout de suite faire la partie 1.1 parce que elle va être utile durant tout le reste de la vidéo, donc je vais directement reprendre maintenant. J'ai mis les conventions que j'ai choisies pour les transformés de Fourier inverse sur le document. Donc, allez voir si vous voulez le détail des conventions que j'ai choisies. C'est des conventions, hein, donc il y a libre le choix. J'ai pris des conventions qui sont plutôt classiques en électromagnétisme. J'ai pas pris les conventions bien symétriques qu'on utilise souvent en maths. Donc voilà, faut regarder un peu du coup comment les choses sont définies. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la transformée de Fourier, alors complète, de la partie temporelle et de la partie spatiale. Et du coup, donc ce que ça va nous donner, c'est ce qu'on va calculer, c'est ça. Donc f de d rond mu de g, exprimé en k0. Alors oui, je vais mettre un k0 et pas un oméga. Je vais peut-être passer un peu de l'un à l'autre à certains moments, mais ça fait pas de différence. Donc là, on va utiliser les propriétés des transformés de Fourier, et donc on sait qu'une dérivée vient faire sortir des cas. Donc ça va se réécrire moins k mu euh, de f de g. Maintenant, j'ai plus que le g, k0 et k. Et du coup, si on fait l'égalité, donc maintenant on va utiliser donc, le fait que ça soit égal à la transformée de Fourier du delta. Et donc le delta de Dirac avec les conventions que j'ai choisies, on a f de delta toujours en k0, k. Et ça, c'est égal à 1. Et donc en fait, l'équation qu'on va vraiment avoir à résoudre, donc si on vient réorganiser un tout petit peu euh, si on vient réorganiser un tout petit peu cette équation-là et qu'on pose, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour simplifier les notations, c'est k est égal à la norme de la partie spatiale. Donc on va poser ça. Et du coup, en fait, donc voilà, vraiment l'équation qu'on cherche à résoudre, c'est k0 moins k0 plus k, f de g en k0 et k est égal à moins 1. Donc ça, c'est assez important, donc je vais quand même je vais l'encadrer. Donc voilà, ça c'est vraiment ça c'est l'élément de base duquel on va partir dans toutes les parties, que ce soit pour faire utiliser la régularisation ou utiliser la théorie des distributions, ça c'est l'élément de base. On est dans l'espace de Fourier, en fait maintenant la difficulté ça va être d'abord d'inverser l'élément qui est à gauche, donc de venir inverser cette partie-là, ce qui n'est pas trivial parce qu'on a euh, on a des points où la fonction s'annule, et donc ça veut dire que si jamais on veut juste inverser, on va avoir des points où ça diverge, en particulier où c'est vraiment mal défini sur les intégrales pour refaire la transformée de Fourier, c'est pas L1, donc on ne peut pas définir notre transformée de Fourier inverse. Donc en fait on va avoir un, un petit problème ici, et du coup bah, il va falloir prendre le temps de poser les choses correctement pour pouvoir le régler. Et donc pour cela, on va commencer, ce que j'avais prévu, hein, c'est commencer par regarder le sujet d'un point de vue beaucoup plus rigoureux en passant par la théorie des distributions. Donc juste regarder comment j'avais appelé ça. Ouais. Juste appeler ça résolution via les distributions.
que pour le coup, dans les théories des distributions, on peut inverser et on peut faire les calculs. Mais avant de voir comment est-ce qu'on peut inverser, je vais montrer quelque chose qui ne fonctionne pas. En fait, ce qu'on a envie d'écrire tout de suite, c'est quelque chose qui a un peu cette forme-là. C'est f de g est égal à moins la valeur principale. Alors oui, l'inverse de k0 moins k, c'est pas juste... oui, il y a peut-être un petit problème. Ah, il y a une petite erreur. Je vais reprendre ça. Il y a une petite erreur dans le PDF que j'avais écrit. En fait, voilà. Donc, ce qu'on a envie d'écrire, c'est ça. Ou en fait, si vous avez envie, vous pouvez oublier la partie valeur principale. Si vous n'avez pas vraiment les détails de comment ça fonctionne, c'est juste une manière de définir la fonction inverse pour qu'elle converge pour pouvoir vraiment définir sur une fonction de test et que ça pose pas de problème de convergence. Euh, j'ai reprécisé la définition sur le PDF. Allez, si je vais quand même la remettre. Alors, on la décale un peu, mais ça c'est 1 sur x. Je vais juste mettre cette définition là. Si on l'applique à phi, où phi c'est une fonction de test, en fait on va avoir la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale donc pour x supérieur à epsilon de dx phi de x sur x. Donc si vous voulez vous amuser, hein, vous pouvez montrer que ça, si on prend une fonction de test qui appartient à l'ensemble de Schwartz, ça va converger. Et donc on va réobtenir tous les éléments que l'on a, donc ça va fonctionner. Par contre, le gros problème, c'est ça. Ça, on a deux distributions singulières qui n'ont pas d'équivalent dans les fonctions L1. Et on cherche à faire un produit simple entre les deux. Et cela est très 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 difficile à écrire. Et donc en fait, ça, on va l'oublier. Dur à définir. Donc ça, c'est quelque chose qui va pas bien fonctionner. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est ce qui est bien défini par contre sur les distributions, c'est la somme. La somme est très très bien définie. On n'a aucun problème avec ça. Et, et du coup, on vient réécrire ce qu'on a là. En fait, si on regarde une décomposition en éléments simples, c'est en soi complètement équivalent à... en fait, on va plutôt écrire f de g. Ouais, non, plutôt... en fait, la distribution par laquelle... distribution à utiliser qui, elle, est bien définie. En sachant que pour l'instant, on a fixé... Ah oui, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je choisisse. Pour l'instant, je regarde les variations par rapport à K0 à K fixé. Donc en fait, on cherche juste à enlever les... c'est pas grave s'il y a un 1 sur 2K. Ça, c'est pas forcément gênant. Par contre, il faut pas qu'il y ait de 1 sur K0. Donc pour l'instant, on cherche juste à résoudre la partie temporelle, pas la partie spatiale. Donc en fait, la distribution à utiliser qui est équivalente, c'est donc la décomposition en éléments simples. Et en fait, là, on observe que si jamais donc ça, c'est la distribution à utiliser. Et donc maintenant, si on vient multiplier
l'équation que l'on a là, donc cette équation-là, si on vient vraiment multiplier cette équation-là par la distribution que je viens de donner, on obtient que moins 1 sur 2k, donc ça c'est la partie à droite là, cette partie-là, que je suis en train d'écrire pour l'instant, VP de 1 sur K0 moins K, moins VP de 1 sur K0 plus K. Donc ça, on peut écrire que c'est égal à donc la même chose. Et après on vient multiplier par K0 moins K, K0 plus K. Ici c'est un plus parce qu'on avait le moins qui était là. F de G de K0 et de K. Et donc là, si on vient inverser un par un, donc valeur principale de K0 moins K, c'est l'inverse de K0 moins K. Valeur principale de K0 plus K, c'est l'inverse de K0 plus K. Et donc ce qu'on va obtenir, c'est 1 sur 2K. Et donc là, on va avoir... Donc celui-ci va être inversé, donc on va avoir juste celui-ci. K0 plus K moins. Donc cette fois-ci, c'est celui-ci qui va disparaître. Donc moins K0 plus K. Celui-ci disparaît avec celui-ci. Celui-ci disparaît avec celui-ci. Donc là, on a toujours f de g. Je ne précise pas sur quoi ça s'applique, on le sait très bien. Et donc, on va avoir... hop, désolé pour le silence, ça prend un peu de temps à écrire. Donc voilà, c'est finalement l'équation qu'on va obtenir. Et donc ça, c'est l'équation, donc cela pour tout K0, pour tout K différent de 0, pour tout K0 dans R, hein. On est bien placé dans R. On ne sait jamais, des fois qu'il peut y avoir des confusions. Et donc ça c'est l'équation qu'on va maintenant chercher à inverser. Donc maintenant l'objectif c'est de faire tout le chemin inverse. Donc on va noter cette partie-là. J'ai juste, je vais m'assurer que je retrouve les mêmes notations. J'ai chapeau de K en K0. Parce que pour l'instant j'ai dit que voilà, K c'est un indice. Parce que pour l'instant on va pas chercher à le vérifier. C'est un truc qu'on fixe. Et ce qui nous intéresse vraiment c'est la partie temporelle. Donc voilà. Et donc maintenant, l'objectif c'est d'inverser dans un premier temps la partie la partie temporelle. Donc ce qu'on va faire, c'est on va noter donc f. Alors je vais mettre 0, ça c'est pour préciser que c'est la transformée de Fourier inverse seulement sur la partie temporelle. Donc croix pour dire que c'est l'inverse. De g tic de k. Et maintenant, donc, on va pouvoir le prendre en x0. Le t est sorti tout seul. Non, même pas en fait. On va le faire d'un point de vue purement... Donc là, je vais prendre la transformée de Fourier et je vais faire des opérations purement algébriques en fait dessus pour voir ce que cela donne. Donc devant, on a dit que le k c'était la partie la partie spatiale donc qui est pour l'instant fixée. Donc ça, on peut écrire moins 1 sur 2k. Donc après, on a f0 croix de la valeur principale de 1 sur k0 moins k.
moins f0 croix de la valeur principale de 1 sur k0 plus k. Et du coup, donc là, là, on peut encore utiliser des propriétés de la transformée de Fourier. Et donc, on peut faire sortir les k qui sont ici. Donc ça, on peut le voir comme une translation par k. Et donc utiliser les propriétés de la transformée de Fourier et réécrire ça. Donc là, j'ai remis les signes pour que ça y ait plus moins. Donc ça, c'est à x0, on va associer. Donc ça, c'est une fonction. On reste d'un point de vue purement formel. Donc quand on multiplie par une fonction, pas par des grandeurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le x0. E de moins ik x0, e moins e de ik x0, f croix 0 de v, la valeur principale de 1 sur x. Et donc, alors là, je l'ai fait, ça prend pas mal de lignes, de calculer la transformée de Fourier. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la théorie des distributions. Là, je l'ai refait proprement en utilisant des fonctions de test, et donc ça permet de voir comment est-ce qu'on définit les choses dans la théorie des distributions. Mais donc voilà, là, je vais pas le reprendre. Je vais pas le reprendre maintenant. Et donc, en fait, je vais utiliser le fait que ça, c'est égal à i sur 2 fois la fonction signe, ou la fonction signe, donc c'est moins 1 si c'est inférieur à 1, et 1 si c'est supérieur à 1. Et donc, au final, ce que l'on obtient, c'est que donc ce que je vais appeler donc maintenant G2K. Donc ce que je vais appeler maintenant G2K, donc qui est la transformée de Fourier inverse de G croix. Et donc ça va dépendre de x0 et de k. Donc voilà, ça je vais pas le laisser parce qu'il y en a pas besoin, je vais pas l'appliquer à quelque chose. Mais voilà, c'est la dépendance qu'il y a. C'est égal à i sur 4k. Alors juste, je vérifie, histoire que je me trompe pas sur les signes, c'est toujours compliqué à ce niveau-là. J'ai mis un peu de temps d'ailleurs à les avoir tout bons et à te retrouver les résultats que je cherchais la première fois quand j'ai fait le calcul au propre. Donc maintenant je vais essayer de les reprendre parce que c'est plus simple. Et donc voilà, ça c'est notre transformée de Fourier. Et du coup là en fait il va y avoir une deuxième partie maintenant. Donc on vient de faire la transformée de Fourier inverse sur la partie temporelle. Et maintenant il faut qu'on le fasse sur la partie spatiale. Mais avant cela, pour l'instant on a fait tout comme si en cas il n'y avait pas de problème. Et bah du coup en fait on ne sait pas si la fonction, la gk, si on l'applique vraiment et qu'on fait varier k, est-ce que ça nous définit bien une distribution qui est valide euh, dans S de R3. Et donc, alors là, je vais pas refaire le calcul, j'ai fait l'inégalité. Mais en gros, l'idée, c'est que la mesure sur R3, elle peut s'écrire en fait k carré sinus θ dk dθ dφ. Mais du coup, là, on a un 1 sur k ici. Et donc, en fait, le k carré, on va venir le diviser par k. Et donc, finalement, la convergence, c'est pour... ce qu'il faut qu'on converge, c'est l'intégrale de k. Bon, le sinus θ, de toute façon, c'est 1. Donc, c'est k dk. Après, il y a des intégrales sur des θ et des phi qui font des paramètres trucs.
et de phi de k. Donc en fait ça implique la bonne définition. Et du coup, en fait, là, ce qu'on peut observer tout de suite, c'est que en 0, on n'a plus de problème parce qu'en fait, le 1 sur k est mangé, entre guillemets, par la mesure. Et phi de k vient tuer tous les problèmes à l'infini parce que c'est une fonction qui décroît très rapidement, qui n'a pas de problème de convergence. Même multiplié par k, il faut que ça décroît beaucoup plus rapidement que n'importe quel polynôme. C'est la définition de l'espace de Schwartz. Et donc, ça va ne poser absolument aucun problème au niveau de la convergence. Et du coup, en fait, la, la fonction que l'on a, va bien converger. Donc en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer x0, on va faire exactement l'inverse de la fois d'avant, on va fixer x0, et on va faire varier le... On va faire varier k, et donc on va définir, donc maintenant, alors, je suis désolé, ça fait beaucoup de notation pour la même chose, mais en fait, étant donné que g tilde de x0, il faut que je précise que ça s'applique en x0, et donc la distribution, c'est celle qui va être définie à partir de la fonction qui a k associe donc le signe de x0, i sur 4k de moins ik x0 moins e de ik x0. Donc ça maintenant, c'est la nouvelle fonction qui dépend de k et qui définit une distribution. On vient de vérifier la convergence. Et donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la transformée de Fourier inverse. Donc là, on y arrive. Hein. On y arrive vraiment. C'est la transformée de Fourier spatial inverse de g tilde de x0. Et donc ça, on va l'appliquer à une fonction de test phi, où phi est toujours dans l'espace de Schwartz. Ça, par définition, donc ça c'est la partie J, c'est bien de connaître la théorie de la distribution. Donc ça, c'est la définition de la transformée de Fourier sur les éléments de S'. C'est que c'est la transformée de Fourier de phi. Et donc, alors là, j'ai sauté quelques étapes de calcul, j'ai tout fait en détail dans le PDF. Donc, je peux vous laisser vérifier que si on résout les premières intégrales et tout ça, je vais juste... Toc, 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 toc. Ouais, non, c'est ça. Donc là, en fait, bon, je vous laisse faire les calculs. Si vous voulez une correction, donc voilà, j'ai tout donné dans le PDF. Mais après tous les calculs, on obtient que ça, c'est le signe de x0, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Oui, de toute façon, si vous voulez des cas, allez, je fais pas la démo. Pi carré 1 sur 4. Hop, triple intégrale sur des 3x de phi de x de ik r moins x0 hop là il y a 1 sur r moins de ik hop r plus x0. Et du coup, donc voilà, ça, on fait tout le calcul, on déroule les intégrales, on simplifie les parties qui sont angulaires en faisant des changements de variables, puis
Donc on passe en coordonnées sphériques, on vient faire les changements de variables afin d'enlever le cos θ et de le remplacer avec d'utiliser sin θ et le cos θ pour les simplifier. Résoudre une première intégrale, ça me fait apparaître 1 sur R, sachant que par définition, ce que j'ai appelé 1 sur R, c'est la norme de x, du x qui est dans l'intégrale. Là, on vient remanipuler, on vient utiliser, on vient séparer l'intégrale en deux, on inverse le signe sur une partie, on vient les remettre ensemble pour obtenir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini au lieu de l'intégrale à 0 à plus l'infini. Donc voilà, quelques étapes de calcul. Si vous voulez les faire, c'est intéressant, c'est bien de s'habituer à faire ce genre de calcul. Mais surtout, la partie qui est intéressante, c'est maintenant, en fait, on peut sortir. En fait, on observe que l'action de, de notre. Ouais, l'action de notre distribution est exactement la même que ce qu'on pourrait appeler un delta radial. Et donc, en fait, on pourrait voir. Ouais, en fait, voilà, je l'écris comme ça. On peut. Alors, en fait, ça c'est delta x0. Donc, ça c'est le truc qui est appliqué à phi. C'est égal à moins l'infini à plus l'infini de dk. Attendez, j'essaye juste de réfléchir à comment ça. En fait, on a transformé Fourier inverse de quelque chose en 1 sur 2pi. Donc ça va nous donner un delta radial qui est en fait la mesure sur une sphère plongée dans R3. Mais du coup, j'essaye de euh, trouver une manière. Ouais, voilà. Ça, c'est la. Non, ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'action que va avoir. Donc ça, si on fait tous les calculs, en fait, c'est l'action de la mesure sur une sphère de rayon x0 sur une fonction de test phi. C'est écrit de cette manière-là. Et donc, si on compare à l'équation précédente, qui est donc le résultat, donc voilà, si on compare à l'équation précédente qui est donc le résultat, on obtient que en fait g de x0 est égal au signe de x0 delta radial, donc ma mesure sur la sphère, moins delta radial de moins x0 sur 8 pi r. Et donc là, on va juste utiliser le fait que le signe le delta radial R, il faut que ce soit plus grand. En fait, ce qu'on appelle le delta radial, c'est delta rad, c'est delta de R moins x0. C'est comme ça qu'on l'écrit en physique, c'est comme ça sûrement que la plupart des personnes le comprennent bien. En fait, c'est une mesure sur une sphère de rayon x0. Et donc, on va avoir et donc en fait là on va utiliser le fait que si x0 est négatif, le delta n'agit pas du tout, parce qu'il n'est pas défini à ce niveau-là. Et donc au final ça va être égal à delta rad.
Et donc voilà, ça c'est notre résultat. Ça c'est notre version. Donc ça voilà, ça c'est notre transformé de. Ça c'est notre fonction de green du d'Alembertien. Et puis là on regarde le résultat et puis on se dit c'est bizarre, c'est pas ce à quoi j'ai l'habitude. Bon en fait le truc dont j'ai l'habitude qui est le potentiel de Coulomb quoi, donc vraiment la version classique, c'est quelque chose. Donc remarque forme non habituelle. Donc voilà, c'est quelque chose parce que nous on attendait plutôt quelque chose de la forme est égal à delta, donc toujours mon delta radial que j'ai défini qui est mon delta de r moins x0 sur 4 pi r. Si on pose epsilon 0 égale à 0, donc là on retrouve vraiment l'expression de Coulomb quoi. C'est ce qu'on devrait avoir. Le champ, le champ est défini par cela. Donc c'est surprenant, on n'a pas du tout ce à quoi on s'attendait, et donc en fait, on peut se demander un peu quel est le problème, quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et en fait, c'est là où on se rend compte, on peut se rendre compte de quelque chose, c'est que on a utilisé l'espace de Fourier. Et donc ça implique qu'on a trouvé une solution particulière. On n'a pas trouvé toutes les solutions. Et en fait, il y a toutes les solutions homogènes qui sont en plus et qui, dans les fonctions de Green, sont parfaitement valides. Et en fait, on les a complètement oubliées. On les a complètement oubliées parce qu'on s'est concentré sur les transformés de Fourier. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Personnellement, j'ai vu pas mal de personnes faire des erreurs. J'ai fait l'erreur plusieurs fois aussi moi-même. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est. On a utilisé les transformés de Fourier, donc on a une solution particulière. On n'a pas toutes les solutions et on ne respecte pas les conditions limites. En particulier, si on cherche la fonction de Green retardée, qui est celle qui nous intéresse la plupart du temps, et ben on n'a pas assuré qu'en x0 négatif c'était égal à 0. Donc en fait, les problèmes, ils viennent à plusieurs endroits. C'est le premier problème, c'est ici. Il est ici. Le premier problème est ici. En fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a un noyau non nul. Le noyau de l'opérateur est différent de l'ensemble vide. Donc, il... Donc il y a des solutions en fait homogènes. Il y a des choses que l'on peut rajouter à G qui vont jamais apparaître nulle part. En fait, c'est les deltas de K0 moins K. Ou delta de K0 plus K. Du coup, enfin, exprimé comme ça, étant donné qu'on c'est K0 à ce moment-là, c'est delta de K et delta de moins K. Et en fait, ça, si on prend en compte les solutions homogènes, ça va venir nous modifier un peu tout le calcul. Et donc, en particulier, on peut choisir ici avec les solutions homogènes de respecter les conditions aux limites, c'est-à-dire d'avoir un θ, donc une fonction de Heaviside, qui est égale à 0 par exemple avant et 1 après, au lieu du signe. Avoir la fonction de Heaviside au lieu de signe. Donc en fait, là on a deux options. Soit on reprend tout le calcul à l'avance,
Ce qui va être long, j'ai pas envie de le faire. On va le voir juste après qu'une manière de le faire je vais arriver directement en fait au résultat retardé quand je vais refaire le calcul avec la régularisation. Donc là, je vais pas reprendre tout le calcul, mais voilà, c'est une possibilité. C'est de prendre les fonctions homogènes, les utiliser à ce niveau-là pour obtenir un θ, donc une fonction de Heaviside, au lieu d'une fonction signe, ce qui va modifier un peu les choses et obtenir le retardé. Donc en fait, ça, je vais l'appeler retardé. Ça, je vais l'appeler plus. Une autre solution, c'est na g- de x0 qui est égal à, cette fois-ci, delta de x0 rad moins delta de moins x0 rad sur 8 pi r, qui est une solution homogène. Donc en fait, on peut la rajouter, ça va rien coûter. On va rajouter quelque chose à gauche, qui dans tous les cas, le seul endroit où il y a des valeurs non négligeables, c'est là où c'est dans le noyau de l'opérateur différentiel. En fait, on va rien rajouter, on va pas modifier l'équation, c'est quelque chose qu'on peut rajouter gratuitement, entre guillemets. Et du coup, après, par exemple, si on prend J retardé, et G retardé est égal à G plus G moins. Et donc en fait, en rajoutant cette solution homogène, on respecte nos conditions aux limites, et du coup, on obtient le résultat attendu. Ça ne veut pas dire que le résultat qu'on avait avant était faux. C'était aussi une autre solution élémentaire. Il n'y a pas une unicité de la solution élémentaire, il y a des genres de classes de solutions élémentaires où on peut passer de l'une à l'autre avec la solution homogène. Et les solutions homogènes. Et donc, G+, est un exemple de solution élémentaire. J'ai retardé, j'ai avancé aussi, donc qui correspondrait à G+, moins G-, si je me trompe pas, qui est une autre solution physique, une autre solution élémentaire qui est physique, et on en a plein d'autres. Par contre, par exemple, G- n'est pas une solution élémentaire, c'est une solution c'est une solution homogène. Donc il n'y a pas le delta en face, ce sera égal à 0. Et donc voilà, c'est là où il y a des nuances. Et donc voilà, il n'y a pas unicité, il faut faire vraiment attention à cela parce que ça peut facilement induire en erreur. Euh, donc voilà, mais on a vu une première solution, et donc là en soi, si en particulier si on reprend cela, la manière dont je l'ai écrit plus au propre dans le PDF où j'ai pas sauté d'étapes et tout ça, on peut faire une démonstration complètement rigoureuse de la solution pour le D'Alembert. Mais par contre, on a vu, ça prend du temps, les outils sont plus compliqués, il faut connaître la théorie des distributions, il faut passer par des fonctions de test. Donc en fait, il existe une autre solution qui est beaucoup plus utilisée euh, par les physiciens, parce qu'elle est beaucoup plus pratique d'un point de vue purement technique, de rapidité de calcul. Et donc, c'est le choix d'une régularité, c'est de passer par l'analyse complexe et de régulariser la fonction. Euh, donc là, on va prendre la partie 3 via l'analyse complexe. Donc, je vais juste reprendre ça. Bon, je vais les réécrire, ça ira plus rapidement. K0 moins K, K0 plus K, est égal à G, non, j'avais mis un chapeau, K0 et K, donc le chapeau c'est pour la transformée de Fourier, et est égal à moins 1.
Euh, donc là, comme je l'ai dit, ce que l'on a envie d'écrire, c'est ça. Et là, pour le coup, on va vraiment l'écrire. C'est pas très bien, mais on va vraiment l'écrire. Alors, je vais quand même garder mon moins 1 sur 2K et l'écrire en 2. Juste, je vérifie que je ne me suis pas trompé sur les signes rapidement. C'est une horreur ces signes, je déteste ça. C'est bon, je suis bon. Donc, on a deux pôles. Et donc là, j'ai dit qu'on va utiliser l'analyse complexe. Et donc, on va regarder. Donc ça, c'est notre R. Ça, c'est notre IR. Et donc, on cherche toujours d'abord à résoudre la partie temporelle. Donc en fait, ce qu'on va avoir ici, c'est moins K et K. Donc ils sont deux pôles. Donc il va falloir les contourner. En fait, pour cela, il existe plusieurs solutions et c'est la partie qui est un peu surprenante. Euh, une première solution, c'est d'utiliser euh, les lemmes de Jordan sur les petits arcs de cercle. Et donc de faire un tracé comme ça. On passe à l'infini en haut. On revient ici. Et donc de tracer ça. Alors, comme d'habitude, il faut faire assez attention. Ça doit être uniquement pour bon, voilà, faut juste faire gaffe. Si on choisit le temps positif ou négatif, il va falloir passer au-dessus ou en dessous de la courbe. Il va falloir passer par plus hier ou moins hier pour que ça tende bien vers 0. En fait, si je vais l'avoir ici. Transformé de Fourier inverse temporel, c'est un moins I K0 X0. Donc moins I, si on passe par I, c'est plus. Donc ça, c'est X0 est inférieur à 0. Si je me trompe pas. Si X0 est inférieur à 0, qu'on passe par IK0, on va obtenir K0 sur l'axe des trucs, et si X0 est négatif, l'exponentielle à l'intérieur de l'exponentielle c'est négatif, si on tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc c'est bien ça. Donc là c'est pour X0 est inférieur à égal à 0. Pour X0 inférieur à 0, on va utiliser ce contour. Pour X0 supérieur à 0, on va passer par l'autre côté. Ça c'est un premier choix de régularisation. Donc là je vous laisse faire le calcul si vous voulez. Faut utiliser les lemmes d'Abel sur les lemmes de Jordan. Ou j'ai oublié le nom. Peut-être dit une connerie tout à l'heure sur le nom du truc. Mais en tout cas, voilà, utiliser ce truc sur les petits arcs de cercle. En fait, c'est les théories des résidus où la présence sur un arc de cercle de cette forme-là, ça va être un hippie au lieu d'un 2 hippies dans la formule du résidu. Parce qu'on fait qu'un demi-tour autour du pôle. Ça fonctionne que pour un pôle d'ordre 1, mais là, il n'y a pas de problème parce qu'on a bien un pôle d'ordre 1. Ça, c'est une première solution.
mais qui va pas nous donner en fait la bonne régularisation, qui va pas nous donner la régularisation physique, ça va nous redonner le G+, comme sur le calcul d'avant. Et du coup, un autre choix, ça va être... Alors, je vais faire le schéma en plus petit, ça sert à rien d'avoir un truc si grand. On a toujours... Tac, moins kk. Et en fait, là, ce qu'on peut venir faire, c'est on peut venir remonter par un plus I epsilon. Et en fait, là, on va utiliser quelque chose. Donc, juste, on vient modifier un peu les pôles. Et à ce moment-là, il n'y a plus de pôles sur le chemin. Donc, on peut juste les entourer. Et du coup, à ce moment-là, on peut juste faire ça, ça. Tac, on tourne dans le bon sens. Ça, c'est toujours pour x0 est inférieur à 0. Et on n'a plus de problème de convergence. On peut tourner sur l'intégrale, il n'y a plus aucun problème. Ça semble un peu artificiel. Et on se dit, oui, mais pourquoi est-ce que c'est la même chose que l'étape d'avant? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Et en fait, donc là, je vais juste rappeler un résultat qui est, à mon avis, très important. Je vais le rappeler que pour une partie de l'équation, c'est que, que pour un des deux termes, ça sert à rien, c'est le même résultat pour les deux. Parce qu'en fait, du coup, on va réécrire ça. Donc voilà. Donc K0,K, donc limite, lorsque epsilon tend vers 0. Et du coup, là, on a juste... Ouais, c'est... Attendez, juste j'ai un petit problème là. Ah si, c'est bon. Limite lorsque epsilon tend vers 0, de moins 1 sur 2k. Donc le k est toujours fixé, pas de pression, c'est toujours sur le k0 que nous on s'intéresse. On est encore en train de résoudre du coup la partie temporelle. Moins k, moins i epsilon. Moins 1 sur... Donc en fait, le fait de déplacer les pôles, comme je l'ai monté juste au-dessus, ça revient à écrire cette nouvelle formule, de légèrement le modifier. Et en fait, on a bien la convergence, mais on ne va pas obtenir exactement le terme qu'on avait avant. En fait, on va obtenir de 1 sur K0, alors par exemple je vais prendre le K moins K, oui, puis est égal donc à la valeur principale de 1 sur K0 moins K. Alors là, je vais pas faire la démonstration parce que c'est un peu long, mais et je l'ai pas fait non plus d'ailleurs dans le poly, mais c'est quelque chose qui est assez classique, vous pourrez trouver ça sur plein de documents sur internet. Et donc en fait, la grosse différence, c'est ce terme-là. En fait, le terme de la solution homogène que j'avais négligé avant, en fait, on l'a rajouté juste en choisissant où on positionnait les pôles. Et du coup, le fait qu'on ait rajouté ce terme homogène, enfin ce terme qui est dans la solution homogène, ne pose pas de problème sur la solution élémentaire. On va toujours trouver une solution élémentaire à la fin. On va trouver une solution élémentaire de la fois d'avant, parce qu'on a donné de nouvelles conditions limites avec cette solution homogène.
Et donc maintenant, si on pose ça, qu'on fait le calcul, donc en fait les pôles étaient pour bien sûr la transformée de Fourier, donc vous multipliez par u moins kx0. On vient les replacer aux différents endroits, on fait la transformée de Fourier de... Bon, en gros, on peut réécrire le truc avant et faire la transformée de Fourier en utilisant les... si, voilà. Si on choisit... Donc voilà, c'est maintenant que j'ai reprendre le truc. Si on choisit les pôles qui sont au-dessus, donc j'ai dit l'autre tracé, donc ça, c'est pour x0 supérieur à 0. Donc maintenant, on va faire la TF. Donc j'ai oublié les croix et tout ça, je l'ai noté par rapport aux valeurs. Donc x0k, donc j'ai fait la TF sur la partie temporelle, pas sur la partie spatiale, est égal à l'intégrale sur le contour, donc que je vais appeler gamma, qui va dépendre donc de x0. De moins 1 sur 2k. Donc du truc qui est au-dessus, quoi. J'ai de ikx0 dk0 sur 2pi. Juste doit y avoir un moins par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on fait ce calcul, et donc ça, on observe que c'est égal à 0 si x0 est supérieur à 0. Ok, oui, ça c'est le truc vert, il n'y a pas de pôle à l'intérieur. Donc effectivement, on va obtenir 0. Et donc après, si on utilise 2pi fois le résidu, donc on utilise le théorème des résidus pour le contour qui est au-dessus, on va obtenir i sur 2k. E de ik x0 moins e de moins ik x0 θ de moins x0. Donc là, si vous voulez, je vous laisse faire le calcul. Il faut écrire les résidus pour les deux pôles et après écrire que l'intégrale c'est 2pi fois le résidu du premier pôle plus 2pi fois le résidu du deuxième pôle. On simplifie un peu l'équation et on va tomber là-dessus très rapidement. Et donc, en fait là on obtient quelque chose qui est extrêmement similaire. En fait on va remarquer qu'on obtient exactement ce que j'ai dit. On a un θ ici au lieu du signe qu'on avait avant. Donc en fait, si on refait tout le calcul d'avant, et donc là je vais prendre des notations physiques, histoire que ce soit lisible. On va donc là on peut refaire le calcul que j'ai déjà sauté ici, donc ce calcul-là. Sauf qu'au lieu du signe de x0, on va avoir un θ de moins x0 et un 1 sur 2 ici. Et donc si on fait tout ce calcul, on a que g de x0, x est égal à moins θ de moins x0 delta de r moins x0 delta moins delta de r plus x0 sur 4pi r. Et donc là, on observe toujours que en fait ce terme-là n'est pas dans le support de ce terme-là. Donc en fait, ils vont pouvoir se supprimer. Donc en fait, il va jamais exister. Il n'y a aucun endroit où il va avoir une valeur non nulle. Et donc ce premier terme va disparaître. Et du coup, ça implique
que cette fois-ci, avec ce choix de régularisation. Donc là, avec la manière dont on a déplacé les pôles, qui implique l'ajout d'une solution homogène par rapport au calcul qu'on a fait avant, on obtient qu'en fait, alors on observe qu'on a la fonction qu'on appelle en général, c'est pas retardé, c'est avancé. C'est avancé. Parce que c'est pour x0 négatif, donc c'est avancé. Qui est égal à delta de R plus x0 sur 4 pi r. Donc, on a obtenu cette fois-ci directement le résultat physique. Mais c'est vraiment lié au choix qu'on a fait. On aurait déplacé typiquement en fait. Si, au lieu de venir déplacer en k plus epsilon, on venait déplacer ici, en k moins i epsilon. Donc si on choisit de descendre l'épaule, on obtient, alors là je peux vous laisser le faire le calcul, c'est assez intéressant d'ailleurs de le refaire. Si vous voulez un exemple à faire par vous-même, voilà, ça c'est une bonne manière de reprendre le calcul. Et donc cette fois-ci on obtient G retardé, qui est égal à delta de R moins x0 sur 4 pi r. On obtient l'autre solution physique. Donc voilà. Donc, bon, maintenant je pense que le calcul est fait, je pense que. Et la bonne chose à remarquer, c'est que ce calcul, là je l'ai mené entièrement pour le d'Alembertien, mais on peut faire la même chose pour le Laplacien. En fait, pour tous les opérateurs différentiels, presque tous, à quelques conditions, mais on peut définir à chaque fois une fonction de Green. On a un opérateur différentiel, on lui assigne une fonction de Green. Par exemple, si on ne prend pas le d'Alembertien, mais qu'on rajoute un terme de masse, bah, la fonction de Green sera un peu différente. C'est celle qui va typiquement gérer le propagateur de Feynman. Et donc voilà, c'est un outil qui est extrêmement polyvalent et qui est aussi beaucoup utilisé en mécanique quantique et en théorie des champs. Donc voilà, cet outil est extrêmement important et il n'est pas forcément facile à comprendre. Et donc pour conclure, je vais reprendre les grandes idées. Donc fonction de Green permet de résoudre des équations différentielles. Donc ça, c'est la première partie importante. Voilà, c'est un outil de résolution d'équations différentielles. C'est vraiment ce que c'est. Et un outil très général qui permet de définir les choses et directement d'obtenir plein de situations. Et en fait, de pas vraiment... On remarque que là, on a fait le calcul, on obtient quelque chose de physique. Alors, l'interprétation du résultat de G retardé ou G avancé, j'espère que vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est assez classique en électromagnétisme. Mais on a fait ça et on n'a jamais parlé d'une situation physique exacte. On a développé des outils qui peuvent marcher pour chaque situation physique. On vient rajouter notre cause, donc vraiment ce que nous on contrôle, et paf, ça nous sort le résultat. Pas besoin de refaire tout le calcul à chaque fois. Puis moi, on a besoin de refaire tout le calcul pour la solution particulière si on vient changer un petit peu le gym. Donc, c'est un outil pour résoudre les équations différentielles qui est extrêmement puissant, extrêmement général. Il n'y a pas voilà, c'est comme ça que je veux dire. Il n'y a pas unicité.
fixées par les conditions limites. Donc ouais, ça c'est quelque chose de très important et qui est assez dérangeant, je trouve, au début. C'est qu'il n'y a pas unicité. On peut rajouter, enlever des solutions homogènes et cela va venir contribuer aux conditions limites. Par exemple, là on peut choisir que soit on veut un système symétrique, on a G+, soit on veut un système tel que si x0 est négatif, il n'y a pas de chance, on a G retardé. Soit on choisit un système tel que pour x0 positif, il y a plus de chance, on a x0 avancé, on a G avancé. Donc en fait, il y a plein de fonctions qui vont vraiment dépendre des conditions qu'on vient appliquer dessus. Et donc c'est là où il y a quand même un choix qui est lié à l'expérience, c'est que il y a deux choix. Il y a le premier, le choix des conditions limites, qui va modifier un peu la fonction de green, et en soi, puis le choix de Gnu qui va donner, qui va être appliqué à la fonction de green via le produit de convolution pour obtenir la solution réelle physique. Donc la fonction de green, il y a quand même un peu de physique dedans et qui est vraiment seulement lié aux conditions, aux limites. Quelque chose de beaucoup plus général. Et on choisit ces donc conditions limites, soit explicitement via solution homogène. Donc c'est la solution que je proposais dans la première partie, dans la partie pluriel. Ce que j'ai fait, j'ai obtenu le résultat lié au transformé de Fourier, puis j'ai ajouté quelque chose de la solution homogène pour obtenir le résultat physique. Soit lors du choix de la régularisation. Et du coup, à ce moment-là, on vient faire le choix de manière un peu plus implicite. Donc il faut être un peu plus habitué, je pense, pour le calcul. Par contre, on obtient directement la bonne réponse. Et en utilisant seulement quelques théorèmes des résidus et pas tout l'arsenal de la théorie des distributions. Voilà, c'est deux méthodes qui sont un peu différentes et il faut choisir. Bon, bah en tout cas, donc voilà, ça c'était le résumé de la vidéo. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le poster en commentaire ou voilà. Donc le poly sera disponible, enfin ce que j'avais écrit en PDF sera disponible sur mon site. Le site sera dans la description de la vidéo. Et donc voilà, merci de m'avoir écouté. Puis je vous souhaite et voilà, donc je vous encourage à vraiment regarder le sujet. C'est un sujet qui est utile dans plein de domaines de la physique. Donc vraiment, je vous encourage à essayer de comprendre ces points-là parce que c'est des choses que l'on retrouve de partout. Merci beaucoup, puis à la prochaine fois, peut-être pour revenir sur la mécanique quantique ou peut-être que je ferai une petite vidéo introduction à la théorie ergodique, c'est un truc que je suis en train de regarder en ce moment, donc je verrai ce qui m'inspire. Peut-être revenir un peu sur la mécanique quantique via la théorie des groupes ou peut-être plutôt sur la théorie ergodique.